une admirative religieuse de l'intelligence artificielle, qu'on soit très clair. Ça me passionne, c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps, je vais vous expliquer pourquoi. Clairement, le chat GPT, c'est un outil merveilleux, on va le voir, c'est magique, hein, depuis le mois de novembre, décembre, on se rend compte qu'on peut discuter avec quelqu'un comme ça le soir et qui vous répond. Enfin bref, on a un nouveau partenaire, c'est assez exceptionnel. Clairement, je vous fais un peu la structure à la volée. Clairement, ce dont on va parler aussi, c'est de vous démontrer que intelligence artificielle n'est pas intelligent. Et ça, je voudrais vraiment que ce mot intelligence soit clairement échangé parmi nous. Voilà, c'était l'idée. Alors, si j'avais eu mes slides, je vous aurais fait ma présentation avec un petit avatar moisi que j'ai fait ce matin pour vous démontrer que même en avatar et en deepfake, aujourd'hui, on n'arrive pas encore à faire des trucs exceptionnels. Vous auriez vu à quel point c'était peu naturel de me voir parler. Pourtant, c'était mon visage, ma voix, mais clairement, on se rendait compte que ça faisait un peu dessin animé, tune, c'était assez bizarre. Bon, peut-être qu'on le verra. Donc rapidement, je m'appelle Laurence Bricteux, je suis aujourd'hui je suis coach et chargée de cours à Kedge en innovation entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est sous l'égide de Kedge que nous organisons cette conférence. Je vous dis ça parce que clairement, l'innovation, vous l'aurez compris, ça m'intéresse. Donc moi, j'ai appris à coder à 45 ans. C'est quelque chose qui me passionne donc depuis une bonne dizaine d'années. Avant ça, donc les 5 dernières années, j'ai monté une école de codeurs, de développeurs web qui s'appelle Simplon, en région sud. Donc j'ai fait ça de 2017 à 2022. Je suis partie il y a 1 an de Simplon. Donc c'est un métier que j'ai beaucoup côtoyé, mais qui m'intéressait. Et avant ça, moi j'ai une vie corpo, forcément. J'ai travaillé pour Apple pendant 10 ans. Ça a été un vrai job dans la techno pour Apple Europe. L'intérêt par rapport à tout ce qui est nouvelles techno, etc. En 99-2008. Ensuite, j'ai dirigé le marketing de Monster pour l'Europe du Sud. Et j'ai également dirigé le pôle digital du groupe Énergie jusqu'en 2013. Donc clairement, on va dire qu'il y a un parcours corpo et puis un parcours beaucoup plus vers l'ESS, vers la formation et vers justement la formation des autres et ma formation personnelle. Donc, une fois qu'on a dit ça, clairement, je vais reprendre mon fil parce que c'est quand même très compliqué en n'ayant pas le fil. Donc vous ne m'en voudrez pas, mais là, je suis quand même un peu en impro, même si j'ai l'habitude de donner cours. Mais là, il va falloir qu'on gère et le micro, et le deck, et... Oh, youpi. Chouette. Voilà, donc vous l'aurez compris. Est-ce que vous pouvez... Je m'appelle Laurence Bricteux et je suis... Alors, c'est l'autre qu'il fallait lancer. Voilà. Celui du dessus, si vous cliquez dessus, voilà. Et vous allez vous rendre compte à quel point c'est kitsch. Hein. Bonjour, je m'appelle Laurence Bricteux et je suis consultante en stratégie et innovation. Je coach des startups de l'incubateur de Kedge Business School et j'y enseigne l'innovation et l'entrepreneuriat. Je suis également administratrice indépendante d'Enogia. Dans le passé, j'ai été successivement porte-parole ministérielle. J'ai travaillé 10 ans pour Apple à Londres et Cupertino. J'ai dirigé le marketing de Monster. Vous avez compris que, clairement, on n'y est pas encore au deepfake. Appelons un chat un chat. La voix, c'est moi qui l'ai mise dessus. La photo, je l'ai rentrée. On a remis les paramètres, etc. Alors, clairement, j'utilise pas une application hyper chère, hyper payante, etc. Aujourd'hui, on peut faire bien meilleur. On est bien d'accord en IA. Mais on va dire au tout venant, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Donc, je voulais déjà vous le démontrer un petit peu par ça. Clairement, on va pas montrer le second. Je vais essayer de gagner un petit peu de temps. Donc, si on pouvait passer au slide suivant. Donc l'idée, c'est que... excusez-moi, c'est compliqué. Bonjour, je m'appelle Laurence Bricteux. Voilà, je voulais vous le montrer avec un autre avatar. Voilà. Donc, on va revenir un petit peu. Alors, j'avais une première question à vous poser, parce que c'est important pour moi de savoir à qui je parle. Alors, je ne vais pas vous demander à chacun de vous présenter, mais déjà, qui a déjà utilisé ChatGPT ici? Donc, l'entièreté de la salle? OK. Qui l'utilise dans le cadre de son boulot, professionnellement? Ok, on est sur une moitié. Ok, c'est bon à savoir. Donc, j'ai une partie. Donc, je vais essayer de faire une partie un peu plus explicative et puis un peu plus business sur la deuxième partie. Clairement, historiquement, l'intelligence artificielle, déjà, elle ne date pas de ChatGPT au mois de novembre, hein, qu'on soit très clair. L'intelligence artificielle, elle a démarré dans les années 50 avec Turing,
qui a été le premier scientifique, on va dire, à parler d'ordinateur et d'informatique. Donc, on remonte à il y a 75 ans presque. Donc, ce n'est pas quelque chose du tout de nouveau. Là, vous avez différents milestones. Je vous les mets clairement, je vais passer un peu vite dessus parce que je n'ai pas, j'ai perdu un peu de temps. Mais pour bien vous démontrer que déjà, l'intelligence artificielle, elle ne démarre pas avec ChatGPT. ChatGPT n'est qu'une toute petite partie de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est voir un petit peu, si on passe au slide suivant, l'intelligence artificielle, donc ChatGPT, comme vous le voyez, c'est le petit rond orange là, sur mon slide. Clairement, il se trouve dans toute une série de bulles. Une grande bulle qui est l'intelligence artificielle au sens général du terme, c'est-à-dire une intelligence générée par des machines, du machine learning, donc des machines à qui on apprend à fonctionner sur base d'un raisonnement informatique, et tous les mots sont importants dans raisonnement informatique, hein, c'est raisonnement informatique. Machine learning, c'est le deuxième rond, c'est le ML, celui-là très clairement, il parle justement de la façon dont les machines vont apprendre des données qui se trouvent, vous voyez le petit rond DS qui croise l'entièreté des grosses bulles, très clairement les données sont la nourriture, on va dire, des machines d'intelligence artificielle. Et c'est très clairement la donnée qui va nourrir. Sans données, pas de machine learning. Sans machine learning, pas d'intelligence artificielle. Donc tout se tient. Donc, mais c'est important d'avoir une vision de tout ça. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le deep learning ou les réseaux neuronaux. Alors là, déjà, de nouveau, comme je vous l'ai dit au départ, pour démystifier, quand on parle de réseau neuronal, on imagine tout de suite un cerveau humain. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un cerveau humain, au cas où vous auriez pu le croire. Aujourd'hui, on n'est pas encore même en capacité de pouvoir quantifier réellement comment fonctionne, et pouvoir modéliser comment fonctionne l'intelligence humaine, le cerveau humain. On n'est déjà pas dans une capacité totale de connaissance de cela. Il est évident que pour arriver à reproduire une intelligence de type système neuronal humain par une machine, vous l'aurez bien compris, on en est loin. Et je vais tout le temps rythmer ça sur l'impact, etc., parce que je pense que c'est important de toujours remettre la machine à sa place, la place d'un outil, d'un accompagnant, d'une aide, d'un assistant, mais absolument pas d'une puissance. Et ça, ça va vraiment être le fil qui va suivre l'entièreté de ma présentation. Donc, je vous parlais donc de réseaux neuronaux qui se trouvent en fait dans cette avant-dernière bulle. Et au milieu de tout ça, la petite bulle orange, c'est ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives. Et dans les génératives, il y a ChatGPT. ChatGPT qui est d'ailleurs une des intelligences artificielles génératives. Il y en a plein d'autres. Meta est en train d'en sortir une qui s'appelle Llama. Google est en train d'en sortir une. Apple travaille sur une. Hugging Labs, dont on parle peu, qui est en fait des scientifiques, même s'ils sont aux États-Unis, qui sont des scientifiques français, qui est un laboratoire français, qui a développé tout un espace ouvert en open source d'intelligence artificielle, propose également des moteurs de recherche, pas des moteurs de recherche, des IA génératives. Il est évident que ChatGPT n'est qu'un exemple. C'est celui dont on parle le plus, mais très clairement, ce n'est pas le seul. Donc, je voulais vraiment qu'on soit déjà très clair sur où on situe l'IAG par rapport en fait à l'image globale. Si on passe peut-être au slide suivant, merci. Donc, ça, on est justement sur l'évolution. Vous avez vu une première ligne de temps, c'était l'IA au sens général, enfin pas au sens global. Là, vous avez les évolutions de l'IA générative. Donc, clairement, je viens de vous en citer quelques-uns. À la fin de la présentation, je vous proposerai de pouvoir récupérer des slides complets, etc. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu le coup avec tout le texte qui n'est pas là, prévu dessus. Donc voilà, donc clairement, là, vous avez quelques exemples. Je vous ai parlé de Google, je vous ai parlé d'OpenAI, je vous ai parlé de DALL-E. DALL-E, c'est l'intelligence artificielle qui génère en fait des images comme on en a d'autres. Donc clairement, voilà, il y a différents outils. Clairement, ça vous donne une idée. Si on peut peut-être passer au slide suivant. Merci. Alors, on parle de large language models quand on parle d'intelligence artificielle. Je vais d'ailleurs en rester là sur tout ce qui est vraiment technique sur l'IA parce que ce n'est pas l'objet. Très clairement, je vous ai parlé de GPT-4. Aujourd'hui, on est à GPT-4. On a GPT 4.5 qui est en train d'arriver. Clairement, il est déjà bien meilleur le 4 que le 3. Le 4.5 va être meilleur que le 4. Mais ne jamais oublier que tous ces modèles, en fait, s'entraînent sur des réseaux de données qui sont fermés. Donc, vous avez vu sur le slide que je présentais tout à l'heure, on a la data
qui croisent en fait le machine learning et l'intelligence artificielle générative. Il est évident que la qualité d'un moteur comme ChatGPT ou tout autre moteur d'IA générative est totalement dépendant de la donnée que vous allez injecter dedans. Donc on ne peut pas parler de moteur d'intelligence artificielle sans parler de qualité de data. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que les premiers ChatGPT, pour ceux comme vous l'utilisez tous ici, quand vous l'avez probablement découvert il y a quelque temps, au départ, c'était quand même un peu limité. Vous lui posiez une question un peu d'actualité ou vous lui demandez de faire quelque chose, enfin, posiez une question qui attendait une réponse avec quelque chose de récent. Très clairement, il vous disait, ah non, moi, ma base de données s'arrête en 2021, je ne peux pas aller plus loin, quoi. Il le disait de manière claire. Il est évident que ChatGPT 4 a été réentraîné depuis sur des données plus ouvertes et plus récentes, mais de nouveau, il n'est pas mis à jour de manière permanente sur le web, par toutes les données nourries par le web. Alors, bon, c'est une question de temps, on va bien entendu arriver à ça à un moment ou l'autre, mais on est toujours sur des modèles qui sont fermés, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que les ingénieurs chez OpenAI relancent une nouvelle version de ChatGPT, je prends ChatGPT parce que c'est celui que tout le monde connaît ici, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils reprennent des données, ils les referment à un moment en disant, bon, ben voilà, notre base de données, on la clôture à ça, et ensuite, on entraîne l'outil de manière prédictive pour l'améliorer. Mais il est évident que ça n'est pas une amélioration continue. Donc, deuxième donnée importante aussi, tout ce que vous allez rentrer comme données dans ChatGPT aujourd'hui n'est pas utilisé, contrairement peut-être à ce qu'on peut imaginer, par les serveurs et par les bases de données centralisées aux États-Unis qui servent à entraîner. Donc, qu'on soit très clair là-dessus, ça n'est pas un entraînement permanent. D'ailleurs, si vous le testez, lorsque vous relancez une nouvelle conversation avec ChatGPT, vous fermez une conversation, vous en lancez une nouvelle, clairement, il ne se souvient pas de la moindre virgule d'échange que vous auriez pu avoir avec lui avant, ce qui démontre bien que les données ne sont pas conservées. Il est possible qu'une partie de ces données soit utilisée pour réentraîner par rapport au moment où vous mettez si c'est bien, pas bien, recommence, régénère, etc. Il y a certainement un algorithme qui doit probablement requalifier de la donnée là-dessus, mais la donnée n'est pas littéralement retraitée sur l'entièreté de ce que vous écrivez. Donc ça, je pense qu'il faut aussi un peu démystifier le fait qu'il y aurait une espèce de grande puissance quelque part au-dessus qui contrôlerait tout. On n'y est pas, encore. Toujours encore, parce que clairement, on ne peut pas prévoir de quoi sera fait demain. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et c'est toujours pas fait. Donc ça, je voulais aussi le mettre en avant. Là, je vous ai parlé de GINFest, donc là, on peut passer, s'il vous plaît, au slide suivant. Merci beaucoup. Oui. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. En fait, le seul moyen de pouvoir bénéficier de résultats, enfin de tes résultats, Marc, de ce que tu as généré pour d'autres, il faudrait que tes données soient retraitées en fait par le moteur d'intelligence artificielle. Non. Alors, voilà, on est très clair là-dessus aujourd'hui, et vous allez le voir, moi je suis hyper prudente sur tout ce que je vais vous dire, parce que, je ne sais pas qui oserait aujourd'hui venir prédire où on sera dans 6 mois, où on sera dans 1 an, où on sera dans 2 ans. Moi, ce que j'ai juste envie de vous dire, et le discours que j'ai envie de vous dire, c'est que ça va moins vite qu'on ne le pense, malgré l'impression qu'on a avec ChatGPT. Maintenant, il est évident qu'aujourd'hui, ils ne retraitent pas les données, mais ils disent aussi, parce que j'en avais parlé avec les gens de OnePoint qui donnent un atelier juste à côté, j'avais participé à une table ronde chez eux au mois de juillet, et clairement, vous parlez avec Microsoft, qui est quand même le grand acteur aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générative, lucidement parlant. Ils ont repris un coup de jeunesse, c'est la fille Apple qui parle, mais non, ils ont repris un coup de jeunesse qu'on n'aurait pas imaginé de la part de Microsoft avec l'IAG. Eux-mêmes vous disent qu'aujourd'hui, les données ne sont pas retraitées. Maintenant, on sait tous que clairement, il n'y a pas la même protection de données aux États-Unis parce que les réglementations ne sont pas les mêmes sur les protections de données qu'elles ne le sont en Europe. Et donc forcément, il y a un risque, bien entendu, qu'un jour ça se retrouve. Vous l'avez de la même façon avec Midjourney, je ne sais pas vous, pour ceux qui ont déjà utilisé Midjourney. Aujourd'hui, dans Midjourney, vous pouvez injecter votre visage et retravailler, par exemple, votre visage. Et c'est le truc super tentant qu'on fait avec Midjourney quand ils ont ouvert cette fonctionnalité, c'est de se dire « je vais télécharger ma photo, etc. » parce que je vais voir un peu ce que Midjourney va faire de ma photo. Là, clairement, vous avez envoyé votre visage sur un serveur.
a priori, la probabilité pour que ça retombe dans un dark web, etc., à mon avis, est assez limitée aujourd'hui. Mais vous avez quand même envoyé une photo de vous. Et aujourd'hui, tout le monde sait que le visage est devenu une des clés d'entrée les plus importantes pour tout ce qui est cybersécurité. Voilà, je ne peux pas vous dire que c'est bien, je ne peux pas vous dire que c'est pas bien, juste vous dire soyez prudents. Je n'ai pas d'autres conseils à donner que celui-là. Mais donc je vous rejoins sur le fait que, je te rassure Marc sur le fait que ce que tu rentres sur ChatGPT n'est pas enregistré. Alléluia, voilà. Mais que par contre, ce ne soit pas le cas à vie et sur toutes les intelligences artificielles, sur tous les moteurs d'IAG. Voilà, je ne m'engagerai pas plus que de dire qu'il y a quand même un risque là-dessus. Oui. Le code est un bon exemple. Je vais prendre le sujet du code par rapport à l'impact sur l'emploi. Enfin, je vais aborder le sujet justement des développeurs juniors, etc. Aujourd'hui, allez coder votre site totalement. Est-ce qu'il y a des développeurs ici dans la salle ? Je serais intéressée d'avoir votre opinion là-dessus, mais clairement, aujourd'hui, développer du code complet, ce qui est un peu une image, hein, mais de proposer à un GitHub ou etc., de développer du code total par rapport à quelque chose qu'on veut faire en développement web sur du chat GPT, est-ce que c'est sûr ou pas? Moi, je ne sais pas. Je demande l'avis. Est-ce que vous le feriez en tant que développeur de manière global, hein. Je ne dis pas pour vous aider, pour débugger. Je ne dis pas pour débugger ou pour passer un cap difficile ou pour faire des tâches répétitives emmerdantes. Ça, clairement, pour ça, ChatGPT, c'est génial. Mais pour faire réellement une structure, est-ce que vous l'utiliseriez? Je vous rejoins. Peut-être l'avis de quelqu'un dans les développeurs qui ont levé la main, même si je sais que les développeurs n'aiment pas prendre la parole, mais il y en a peut-être un bavard dans ceux qui ont levé la main. Qui est-ce qu'utilise là parmi ceux qui ont levé la main dans le fond ChatGPT? Oui. Et dans quel cadre et pour quel type d'action? Merci beaucoup. Mais ça va rejoindre tout à fait ce que je veux dire, parce que je préfère toujours l'entendre de la part des experts du domaine, c'est chouette. Donc voilà, donc si je vous fais un petit point de contexte, parce que là on parle donc de ChatGPT, ce héros, clairement, on a déjà vu un peu tous les points, c'est-à-dire qu'en effet, il aide énormément, il aide à pouvoir débugger des situations de code, très clairement, de facilité. Il aide à faire des tâches répétitives. Il aide, par exemple, c'est un super outil de révision, de cours, d'idées, de questions. En fait, il permet à faire énormément de choses de manière de tâche, mais clairement, il ne fonctionne pas sans l'intelligence qui est à côté et la réflexion. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le remettre. Alors, je me rends compte avec bonheur qu'en effet, ici, je n'ai pas mes notes parce que le truc a bugué. Alors, excusez-moi une seconde, je reprends mes notes.
Donc clairement, pour ce qui est de ChatGPT en tant qu'action positive, on l'a vu, c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui comme action justement répétitive, tâches de rédaction, tâches d'image. Par exemple, en image, ChatGPT, c'est devenu un outil exceptionnel. Vous voulez objectivement aujourd'hui illustrer des posts, illustrer un site web, illustrer, et vous n'avez pas de talent créatif. Hein. Je parle toujours, moi je mets sur une position où, objectivement, avoir l'idée de mettre deux couleurs ensemble, pour moi c'est déjà, ça me demande une capacité déjà loin de ma capacité créative. Moi, Midjourney, j'avoue que j'ai été bluffée. Sans droit d'auteur, on va en parler. Hein. Ça, c'est surtout les pitfalls de l'IA aujourd'hui, mais clairement. Mais de pouvoir générer plein d'images, etc., avec des biais, on va en parler aussi, mais clairement, ça aide beaucoup. Donc, il y a en effet, c'est un outil, comme je vous dis, je le dis toujours, c'est un assistant, votre ChatGPT. C'est une aide. Voilà. Donc, je vous disais ça, j'essaie juste de retomber sur mes petits par rapport à tous les points que je n'aurais pas oubliés sur ce qui est positif. Clairement, on peut passer au slide suivant, mais clairement, on a également des choses moins positives avec ChatGPT. Donc là, je vais passer un peu sur le côté un peu moins, pas prêcher pour ma paroisse, parce que je n'ai pas de paroisse par rapport à ça, mais être conscient que ChatGPT n'est pas qu'un héros moderne aujourd'hui, qu'il est également, il demande un entraînement de données. Alors il y a un point que je trouve hyper intéressant. Aujourd'hui, pour que ces intelligences artificielles génératives puissent générer de la donnée, il y a bien des gens qui les ont entraînées quelque part derrière. Et les gens qui les ont entraînés et qui les entraînent toujours sont des personnes qui sont payées en mode Amazon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Amazon Mechanical Turk, qui est cet outil payé à la tâche au centime de dollar. Donc vous faites une action, vous allez toucher $1,5. Il y a plein de gens qui sont inscrits sur cette base et y font. Clairement, toutes ces tâches de validation sont donc sous-traitées sur des boulots, appelons un chat, qui sont vraiment des boulots totalement mal payés, mal considérés et plein d'abattage, on va dire, de contenu, et qui sont bien entendu sous-traités dans des pays où la main-d'œuvre coûte moins cher. Donc ça, je pense qu'il faut le dire et le redire, parce que vous aurez compris avec Simplon, pendant 5 ans, j'ai fait pas mal de SS, on faisait beaucoup de développement et de code responsable. L'intelligence artificielle, clairement, il y a un côté responsabilité qu'il faut garder en tête. Donc, premier point, les gens qui sont derrière l'IA, il y a beaucoup de petites mains. Et j'ai lu ce matin dans une newsletter qu'aujourd'hui, il y a des prisonniers dans une prison danoise, je pense que j'ai lu ça ce matin, qui sont en fait maintenant chargés comme travail en fait, de faire de la validation de données pour de l'IA générative. Donc c'est ce qu'on appelle du petit boulot. Donc je voulais quand même le mettre, donc ne pas oublier que tout ce que vous allez voir comme résultat, comment ça a été généré, c'est toujours bien de le garder en tête. Une fois qu'on a dit ça, on a une empreinte carbone hein, qui est quand même aussi assez forte. Et aujourd'hui, on est incapable. Là, j'ai essayé de sortir un peu des chiffres pour vous les montrer. Personne n'est capable aujourd'hui de quantifier. Tout ce que les gens savent juste vous dire, c'est clairement ça va être lourd et ça va prendre énormément d'énergie. Et ça va être compliqué sur les serveurs. Je discutais avec un ami tout à l'heure avant la conférence qui s'occupe de tout ce qui est machine justement et data center pour ce type d'outils. Clairement, c'est une problématique qui est évidente. Et là, il va falloir également trouver des solutions. Donc, je voulais mettre ce point-là également en avant. Et une fois que je vous ai dit ça, également, vous parlez aussi des hallucinations. Donc, une hallucination en ChatGPT, clairement, c'est quand ChatGPT vous donne une réponse totalement fausse, mais il vous l'affirme sur un ton qui est tellement péremptoire. Moi, je suis désolée, il y a beaucoup d'hommes dans la salle, je suis désolée de le dire, mais c'est un peu le truc où on vous affirme de manière très péremptoire. C'est comme ça et c'est pas autrement. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Et ChatGPT a ce côté terriblement péremptoire de vous répondre, qui fait qu'en fait, lorsqu'il vous répond, vous dites « Ok, si c'est lui qui le dit, c'est juste ». Il est capable de vous sortir vraiment des conneries monumentales dans ses réponses parce que, justement, comme je vous dis depuis le début, il est tout sauf intelligent. Donc lui, il va raisonner uniquement sur des données et de l'entraînement qu'il a eu. Et si cet entraînement, on l'a emmené dans un coin où il n'a pas encore été correctement entraîné, il est évident qu'il va vous sortir ce que j'appelle une grosse connerie. Donc être conscient de l'hallucination, c'est vraiment important de la garder en tête. Donc, je vous ai parlé que l'IAG n'apprenait pas de nos inputs, mais bien forcément du réentraînement.
Et alors, bien entendu, je vous parlais des biais. Et après, on va parler boulot, vraiment, on va parler travail. Le biais, il y a des biais de genre, il y a des biais ethniques, il y a des biais sociaux dans l'intelligence artificielle. Midjourney en est pour moi la plus belle illustration. Demander sur Midjourney de générer, parce que moi j'ai fait ça pour un exercice pour une entreprise, génère-moi une image d'un homme et d'une femme de 45 ans, de plus de 45 ans, en train de se former en souriant. Vous avez un homme, une femme, blanc, de plus de 65 ans, cheveux blancs, barbu, et avec un vieux téléphone portable à la limite du smartphone. Et vous êtes obligé en fait de réaffiner en disant non, est-ce que tu peux s'il te plaît, enfin s'il te plaît, vous voyez comme quoi, est-ce que tu peux s'il te plaît Midjourney, je suis poli avec toi, est-ce que tu peux s'il te plaît insérer ethniquement quelqu'un de race noire, quelqu'un de race Afrique subsaharienne, pour justement pouvoir modifier. Est-ce que tu peux rajeunir? Et en fait, on est obligé d'aller tirer en fait le résultat, parce que clairement, il ne vous propose pas ce résultat d'abord. Hein. Donc, de nouveau, si pas de raisonnement, énorme biais de genre, biais d'âge, biais de plein de choses. Donc ça, je voulais également le dire, parce que je pense que c'est important de le redire. Alors les droits d'auteur, on l'a abordé un tout petit peu en diagonale. Il est évident qu'aujourd'hui, tout ce qui est généré sur l'IA par ChatGPT vient du web, puisqu'ils ont absorbé des quantités énormes de contenu web. Ce contenu web, a priori, il a été écrit et rédigé par des personnes qui, a priori, avaient des droits d'auteur dessus. C'est totalement remouliné, on ne sait pas. Donc clairement, là, il y a un point d'interrogation. L'Europe est en train de se pencher un petit peu dessus, mais bon, voilà, c'est avec toujours les questionnements. Donc là, aujourd'hui, trou noir, donc vraiment trou noir sur ce qui va se passer. Mais il y a un souci, même chose pour les images. Hein. Clairement, Midjourney ne s'inspire pas d'images totalement inventées. Donc la probabilité pour qu'un jour, un visage extrait d'une base de données de quelque chose sur laquelle elle s'est entraînée qui puisse potentiellement réapparaître est tout à fait possible. Ce qui ne veut pas dire que c'est vous qui l'avez rentré, mais ça peut arriver. Quid de cela? On ne sait pas. Pour tout ce qui est, moi je suis prof, clairement sur tout ce qui est validation l'année qui vient de contenu, de mémoire, parce que moi je tutorise aujourd'hui des mémoires, clairement interrogation, puisque ce qu'on dit c'est que très clairement plus de 10% aujourd'hui de ce qui est généré sur le web est déjà généré par l'intelligence artificielle, 10%. On prévoit, de ce que je lis, alors après c'est ce qu'on lit, mais pas loin de 90% à l'horizon d'une année et demie, 90% du web, de ce que vous retrouverez, parce qu'en fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Toutes les personnes qui génèrent du contenu aujourd'hui sur le web, qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent pour beaucoup ChatGPT, qui lui-même déjà remouline. Donc on est en train de rentrer dans une espèce de spirale de contenu, point d'interrogation là-dessus, donc vers quoi on va? Je vous le dis, objectivement, je n'ai pas de réponse. Si vous en avez une, je serais contente de l'entendre. Gestion du risque de la désinformation, très évident aussi aujourd'hui. Les deepfakes, hein, on en parle partout. Aujourd'hui, on est totalement capable de faire sur Midjourney, avec les outils un peu moins pourris que celui que je vous ai montré au début, des vidéos avec des voix et des prises de parole, etc. Maintenant, ça ne remonte pas à ChatGPT. Pour toute personne qui regarde TF1, moi j'étais toujours hallucinée de l'émission de Canteloup, dont je vous rassure, je n'étais pas une fidèle, mais sur laquelle je tombais parfois sur TF1, de voir déjà il y a 4 ans ou 5 ans la façon dont Canteloup parvenait à coller sa voix et le lip-sync sur de la vidéo, que ce soit de Macron ou de n'importe qui d'autre. Il y avait déjà là un niveau de capacité de deepfake, ça n'avait l'air de perturber personne, mais c'était déjà un début de ça. Et ça n'a pas attendu de ChatGPT, ça existe déjà depuis de nombreuses années. Donc clairement, il y a un souci là-dessus. Et bien entendu, toute la partie éthique. Qu'est-ce que je fais si je me retrouve dans une base de données, si par exemple mon visage apparaît, si je me retrouve où je reconnais un contenu qui a été généré par quelqu'un qui me dit que le contenu a été généré par ChatGPT, mais que ce contenu, originellement, je reconnais que c'est moi qui l'ai écrit, vers qui est-ce que je me tourne pour aller réclamer? Aujourd'hui, il n'y a aucune instance. Donc voilà, je vous mets quelques points, mais je voulais quand même... Je sais que ça fait un peu, quand on fait une conférence sur l'IA, un peu être négative, mais je voulais les mettre quand même en perspective, parce que ces points-là sont importants, et je pense que c'est important de les garder en tête. Voilà. Et maintenant, on va parler de manière un peu plus constructive sur ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Donc, si on passe au slide suivant, il y a encore au suivant.
Clairement, c'est ce que je vous disais, hein, donc 10% des datas en 2024 seront générées par l'IAG. En 2024, fin 2024, je vous dis, on parle, moi j'ai vu des chiffres à 80-90%. Alors bon, nouveau, on n'y est pas, on ne sait pas, mais clairement, on va vers ça. Je ne sais pas s'il y en a, si parmi vous, vous avez d'autres données, mais moi, c'est ce qu'en tout cas, les dernières que j'ai trouvées. 65% des applications seront générées par du no ou du low code. Par no code, on parle forcément des Bubble & Co. Par low code, on parle du code généré en fait par des systèmes qui permettent de coder, auxquels vous donnez des instructions textuelles et qui transforment, qui font text to code, clairement. Donc là, on parle emploi, mais il y a une question. Et 300 millions d'emplois impactés. Alors là, je peux vous dire que personne ne sait. Donc ce chiffre-là, c'est celui qui est repris par tout le monde. Mais celui qui est capable de dire ce qui sera impacté, je pense que ce sera plus que ça. Oui. Vous avez eu deux avis. Vous avez un avis de quelqu'un qui l'utilise beaucoup, l'avis de quelqu'un qui n'a pas encore mis les mains dessus. Je peux imaginer que l'avis de monsieur va être de dire que clairement... Bon, en préparant justement cette thématique, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je me suis occupée d'un organisme de formation de codeurs. Et on formait en fait des demandeurs d'emploi, des personnes éloignées de l'emploi au métier du web, en reconversion. Donc, clairement, entre guillemets, des ouvriers ou des ouvriers du web, hein, c'est comme ça qu'on les qualifiait. Il y a une relative évidence que ce type de profil aujourd'hui, alors je ne sais pas s'il y en a dans le fond qui sont dans des écoles de formation et qui font Dev Web Junior, ils vont être obligés, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus besoin d'eux, qu'on soit clair, mais ils vont avoir besoin d'être capables d'utiliser ces outils-là, parce qu'ils vont devoir eux-mêmes s'upgrader et s'aider et s'assister par ces outils-là, et donc monter en compétence par rapport à ça. Mais je rejoins tout à fait ce que vous disiez, on ne pourra pas se passer d'un développeur qui sait coder, qui sait comment ça fonctionne, qui comprend, et qui pourra bien entendu superviser. Parce qu'il est évident, je vous ai parlé d'hallucination tout à l'heure, vous n'allez pas mettre en risque un site web que vous développez sur un code sur lequel vous ne pouvez pas vérifier. Donc de toute façon, il y a une fonction de vérification derrière. Donc c'est un assistant, et je pense qu'il faut vraiment le voir comme un assistant, si ça peut répondre à la question. Voilà. Mais donc on ne pourra pas, c'est pas tout ou rien en fait. Le point, il va être là-dessus. Donc, une fois qu'on parle de l'impact sur le travail, il est évident qu'il y a un paradigme, je pense que si vous pouvez peut-être passer le slide suivant, parce que je l'avais gardé, ce paradigme, il est vraiment, je pense qu'il faut le garder en tête par rapport au travail, et ça s'applique à l'entièreté de tous les jobs qui vont être touchés par l'IA de près ou de loin. C'est qu'avant l'IA, on passait du temps à réfléchir et beaucoup de temps à faire. Grâce à l'IA générative, on va passer plus de temps à réfléchir et moins de temps à faire, parce que clairement, on va pouvoir déléguer tout le temps que vous passiez. Moi, je vais prendre comme exemple Canva. Je ne sais pas qui utilise Canva ici. Très clairement, Canva, superbe exemple. Tout le temps que vous pourrez dégager de Canva en répétitif pour pouvoir réfléchir à ce que vous allez mettre dedans, c'est tout ça de gagner. Parce que Canva, ça prend un temps fou. Retoucher des images, ça prend un temps fou. Monter des vidéos, ça prend un temps fou. Voilà, toute cette partie-là, vous allez pouvoir la déléguer. Mais il est évident que pour la réflexion, vous ne pourrez pas la déléguer. Pour la structuration, vous pourrez demander à ChatGPT, par exemple, une structure. Mais ensuite, vous allez la revoir. Voilà, donc vraiment, ce point-là, je pense que cette loi de Pareto, elle fonctionne très très bien en fait également sur l'impact et l'inversion de paradigme en fait par rapport à l'IA. Alors une fois qu'on a parlé de ça, clairement, c'est pas imiter l'intelligence humaine, mais c'est libérer l'humanité des tâches répétitives, hein, il faut vraiment le voir comme ça.
la formation tech, j'en parlais, je vais reparler rapidement, je suis vraiment pressée par le temps, j'aime pas quand je suis pressée par le temps. Clairement, on a parlé des écoles de dev web, alors je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas utiliser des dev web juniors. Hein. Attention, je ne suis pas du tout en train de prêcher contre la paroisse que j'ai défendue viscéralement pendant 5 ans. Non, il faut garder des développeurs juniors, c'est évident. Simplement, il faut s'assurer qu'ils aient cette capacité à pouvoir utiliser de l'intelligence artificielle et du développement de code automatique, ça c'est sûr, et qu'ils aient ces briques-là qui soient rajoutées. Et je me suis renseignée auprès d'écoles de développeurs avant de faire la conf. C'est ce qui est en train d'être rajouté un peu partout dans les programmes, hein, très clairement. Donc c'est pas clairement ils sont pas aveugles et sourds par rapport à cette problématique. Donc voilà. Tout ce qui est publicité en ligne, clairement, tout ce qui est copywriting, tout ce qui est génération de campagnes publicitaires, tout ce qui est génération de carousels d'images, tout ce contenu-là, clairement, il va se déléguer. Mais de nouveau, il va l'écrire, il va vous l'écrire, mais vous allez quand même devoir de toute façon repasser dessus. Donc, clairement, ça ne veut pas dire que c'est fini, ça veut juste dire qu'il va falloir l'utiliser intelligemment, et qu'en fait, c'est ça qu'on va vous demander dans tous les jobs qu'on va vous demander de faire, c'est comment est-ce que vous utilisez ces outils d'assistant, c'est comment est-ce que vous allez montrer que vous les utilisez intelligemment, en fait. Et clairement, beaucoup de métiers ne sont pas encore impactés. C'est bien entendu tous les métiers de construction, de maintenance et de réparation. C'est sûr que tous ceux-là ne sont pas impactés. Et il y a aussi quand même énormément de superbes success stories, que ce soit dans la santé. Aujourd'hui, l'IA dans le domaine de la santé, c'est une merveille. Alors maintenant, ce qu'il faut bien entendu, c'est que tout ce qu'on voit en innovation soit implémenté et utilisé par les professionnels de santé pour que ce soit, parce que tant que ça reste dans des laboratoires, c'est de l'expérience, et c'est très beau l'expérience. Ce qu'il faut, c'est que bien entendu, ça passe en phase 3 d'essai, et puis qu'ensuite ce soit remboursé, accepté par les autorités de santé, puis accepté par les médecins, prescrit. Mais c'est évident qu'on va vers ça, et l'impact de l'IA, entre autres dans le domaine médical, va être quelque chose de très fort, donc je veux vraiment insister là-dessus. Mais de nouveau, il ne va pas remplacer ni le médecin, ni le radiologue, voilà, il va juste en fait l'aider, l'assister, et il va, voilà, c'est pas du tout un remplacement, c'est un appui, une aide et une facilité en fait à pouvoir voir des choses et pouvoir mieux diagnostiquer en fait. L'amélioration, elle se fait là-dessus. Donc je voulais aussi vraiment insister là-dessus. Et je speed parce que je me rends compte que je dois terminer. Voilà, et alors le dernier point que je voulais également voir par rapport à l'emploi, c'est la partie RH, parce que je la trouve assez intéressante, et on en parle assez peu, c'est qu'aujourd'hui, quand vous envoyez des CV, que vous candidatez, aujourd'hui, ce sont majoritairement dans les entreprises des outils qui déjà scannent et screenent vos CV et peuvent les relire par rapport à des mots-clés. Il est évident que l'intelligence artificielle va venir probablement rajouter une couche là-dessus, et va encore probablement déshumaniser un petit peu la partie envoi de CV, contenu de CV, versus poste. Alors, clairement, comme toujours, qui dit arme de défense. Aujourd'hui, un truc qui fonctionne très très bien, c'est rentrer en fait l'offre d'emploi dans un prompt, rentrer votre CV et demander à ChatGPT de se comporter comme un expert RH et de vous faire un CV, une lettre de motivation qui intègre votre CV dans l'expérience qui est demandée. Il le fait de manière superbe. Par contre, ne jamais l'envoyer en l'état, parce que sinon, franchement, c'est tout de suite repéré. Mais clairement, si vous repassez dessus, c'est très efficace. Donc voilà, donc ça peut être une série d'outils également qu'on peut utiliser et qui peuvent aider par rapport au recrutement. Et alors, le dernier point que je voulais aborder, et je vais m'arrêter là, c'est comment se préparer en entreprise à l'IA. Et c'était vraiment, donc ça peut-être si vous pouviez passer 1, 2, 3 slides, pouf, pouf, pouf. Voilà, il est là, superbe. Donc, il y a plein de cours en ligne aujourd'hui. Il y a plein de formations qui sont maintenant proposées par des gens qui vont en entreprise et qui vont vous proposer justement ou à vos équipes ou à vous-même de vous former. Sur le web, il y a énormément. Moi, j'ai suivi des formations. Je peux vous donner des références, etc. Si vous me contactez, j'ai toute une liste en fait de cours qui sont très bien fichus, qui sont encore beaucoup en anglais. Donc là, clairement, la formation, elle est encore anglophone pour le moment. Garder une veille permanente. Et ça, je pense que c'est le truc le plus important. C'est suivre. Vous n'imaginez pas le temps que j'ai passé, c'est très con, hein, pour faire ce truc-là, juste pour être certaine que toutes les infos que je vous mettais étaient les dernières. C'est des heures en fait, c'est des heures, donc c'est vous abonner à des newsletters. Aujourd'hui, il y a pas mal de newsletters anglo-saxonnes qui tous les matins vous donnent un petit 5 minutes des dernières nouvelles, et donc ça vous permet d'un peu absorber, tester, jouer avec l'IA, challenger-la, voyez ses limites. Je pense que c'est vraiment important de mettre les mains dessus si vous ne l'avez pas encore fait ou le faire plus. Clairement, il y a pas mal de choses à faire là-dessus.
Réflexion critique, hein, je n'ai pas arrêté de le dire, et combiner l'IA avec d'autres domaines, et garder bien entendu une part d'intelligence émotionnelle. Je pense que ça c'est quand même le point le plus important. Ça, l'IA aujourd'hui, elle est pas capable, et pas avant très très longtemps, je peux vous rassurer, de pouvoir venir donner de l'intelligence émotionnelle dans ses réponses. Donc je pense que cette partie-là, on est encore très très tranquille. Donc voilà, je suis désolée, j'ai speedé comme c'est pas permis, mais c'était un peu rock'n'roll à faire. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, parce que je vois que j'ai des gens qui me font des signes. Oui, la moitié de la salle c'est vidé à 5 minutes, donc clairement je me rends compte qu'il y a autre chose derrière. Donc c'est toujours très perturbant à dire quand on... Si vous avez des questions, des retours d'expérience ou... Oui. C'est toujours l'algorithme qui est derrière tout ça. C'est toujours l'algorithme. Je pense que le mot intelligence artificielle, elle est très contre-productive. Et quand on voit des films de science-fiction, parce que si j'avais eu le temps, je vous aurais parlé de 2001, Odyssée de l'espace, qui pour moi a inscrit dans les imaginaires cette machine qui parle et qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on revient constamment à cette image-là de ce robot qui parle à la fin. Enfin bref, mais on n'est vraiment pas là. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Ça reste uniquement de l'algorithme, de la formule, du if ever, enfin bref, ça reste vraiment de la machine, quoi. C'est une machine derrière, quoi, clairement. Merci de l'avoir rappelé, c'est important de garder en tête. Oui ? Moi, je peux pas dire mieux, et c'est clair, c'est ce que j'ai essayé de véhiculer, etc. C'est vraiment essayer de vous montrer que, voilà, et simplement, pratiquez-le, utilisez-le, jouez avec. La version gratuite, hein, on ne vous demande pas de prendre l'abonnement payant. Déjà, la version gratuite, alors elle est lente l'après-midi, on le sait, enfin bref, vous l'utilisez le matin. Mais il y a déjà beaucoup à faire avec ça, et vous verrez tout de suite les possibilités, les limites. Et par exemple, je peux prendre un dernier exemple et je vais m'arrêter là. Peut-être vous pouvez mettre le slide de conclusion. Le dernier exemple, c'est qu'on a parlé de Canva. Canva arrivait il y avait un plugin sur ChatGPT 4 de Canva, le truc absolument incroyable, etc. Moi, j'ai testé le plugin. Je pleurais des larmes de déception en le testant. Il vous donne juste 10 templates dans lesquels il vous renvoie avec 10 liens que vous auriez trouvé objectivement en allant bêtement faire une recherche par mots-clés dans Canva. Et en fait, il n'y a rien de personnalisé. Donc en fait, c'est encore totalement en balbutiement. Donc voilà, donc je veux aussi, clairement, autant vous l'utilisez clairement parce que vous avez dû probablement faire de l'auto-GPT et rentrer d'autres données dedans, mais ce qui est aujourd'hui encore proposé, même sur la version payante de la 4, ça n'a pas duré, hein, mais celle-là, ça n'a absolument pas ça n'a pas encore de valeur. Et alors moi, ce que je vous propose, c'est, n'hésitez pas à numériser et à m'envoyer un message sur LinkedIn. Je vous enverrai par retour, en fait, le PDF de l'entièreté de ma presse, tout ce que j'ai speedé et que je n'ai pas raconté aujourd'hui, etc. Parce qu'elle fait quand même 50-60 pages. Comme ça, vous aurez tout le contenu. J'ai mis également une librairie de prompts. Je vous ai mis des liens avec différentes applications, etc. Comme ça peut vous permettre aussi d'un peu aller
jouer entre guillemets avec ça, de le découvrir. Voilà, et puis j'espère que j'aurai peut-être l'occasion de vous recroiser. Dernier point que je voulais vous dire avant que je ne l'oublie, c'est important, pour toute personne qui est en porteur de projet entrepreneurial, etc., puisque moi je travaille au sein de Kedge pour l'entrepreneuriat, je suis coach, clairement, appel à projet de Kedge au mois de novembre pour les nouveaux projets incubés de l'école enfin pas l'école entrepreneuriale, de l'incubateur. Donc n'hésitez pas, si vous avez également des questions là-dessus, le plus simple, vous me pinguez un petit message sur LinkedIn et je vous redirige vers les bonnes personnes pour ça aussi, puisque là j'ai remis ma casquette 2 secondes de coach à Kedge et pas de prof d'innovation. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente après-midi et surtout amusez-vous bien avec ChatGPT. Merci.